Bienvenue chez PME Stories. Avec Sam, on interviewe des patrons de petites et moyennes entreprises belges dans un bar emblématique pour mieux comprendre leurs succès, leurs échecs et leur trajectoire à la tête de ces boîtes. Aujourd'hui, avec Arthur, on interviewe Arnaud Virondel, un entrepreneur et un ami qui, à 27 ans, a racheté une PME et en 3 ans, l'a fait tripler de taille. On va l'interviewer pour comprendre comment est-ce qu'on rachète une PME et puis comment est-ce qu'on fait de cette reprise un succès. La première de PME Stories, c'est le maintenant. Moteur. Merci les gars. Et oh, regarde ça. Ça les gars. Beautiful. C'est que dans le BTP ça. Allez s'il te plaît, c'est pour toi ma princesse. On se posait du coup la question avec Sam l'autre jour de savoir un peu comment tu avais fait concrètement quand tu t'es dit je me lance à 27 ans pour acheter une PME. Tu fais quoi? Première étape, c'est contacter un max de personnes. Ça, c'était vraiment le premier réflexe parce que je pensais que c'était hyper compliqué de racheter une PME ou de lancer une boîte. Et du coup, mon premier réflexe, c'est de me dire, appelle des gens qui l'ont déjà fait. Et ensuite, via toutes ces rencontres que j'ai pu avoir, c'est vraiment des cafés, des petits lunchs à gauche, à droite, j'ai découvert le concept des brokers. Les brokers, c'est hyper dev comme concept. Moi, je ne savais pas que ça existait. C'est comme des agents immobiliers, sauf qu'à la place de te proposer toute une série de maisons avec un prix, des localisations, des tailles différentes, là, en fait, on te propose différentes boîtes à vendre. Et donc, tu as un catalogue de boîtes. Ouais. Et tu les analyses sur quels critères ou dans quel secteur? Enfin, comment est-ce que tu sais vers où tu veux te diriger? Alors moi j'étais beaucoup plus ouvert au niveau des différents secteurs parce que j'avais pas vraiment un secteur de prédilection. Par contre mes deux associés, il y en avait un qui était ingénieur civil, donc ça c'est Greg. Ça c'est Grégoire, donc avec lequel je m'occupe de la partie opérationnelle, donc on est deux vraiment dans la boîte. Et puis il y avait Nicolas Conquera qui est mon autre associé qui lui est pas dans l'opérationnel, mais lui il est architecte de formation et c'est un des cofondateurs de Nebor, qui est un concurrent de Coabs. Je ne sais pas si vous voyez. Co-living. Ouais, co-living, exactement. Et donc eux étaient beaucoup plus dirigés sur la construction. Et donc ça c'est le premier critère qui nous a amené à aller vers ce secteur, ce beau secteur. Et alors il y avait évidemment le budget, parce que tu vois, ça ne sert à rien de commencer à regarder des boîtes de 50, 80 personnes. Parce que oui, contrairement à un listing immobilier, il n'y a pas le prix. D'accord. Mais par contre, tu as vite une idée. Tu vois des boîtes de 50, 60 personnes ou bien avec des énormes infrastructures. Tu te dis, c'est inatteignable, je sais que c'est pas pour moi, quoi. Ouais, bien sûr. Tu as ton budget, Ouais. le secteur avec tes associés. Ouais. Là, tu regardes des catalogues. À un moment, tu trouves la boîte que tu vas racheter, Isolution. Ouais. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Tu appelles le broker et tu dis bonjour, je veux visiter la PME. Alors, le premier truc que tu fais, c'est tu signes un NDA, donc le fait qu'on t'envoie des informations que tu ne peux pas divulguer à tout le monde. Et puis, tu as quelques informations, mais ce n'est pas blindé d'informations. C'est vraiment une première trame pour te dire le chiffre d'affaires, le nombre de personnes, ils te filent un organigramme. Alors évidemment, ils te chauffent, quoi. Ils te disent voilà pourquoi cette boîte va faire comme ça, voilà pourquoi le secteur est le truc est super porteur, etc. Et donc sur base de ça, tu te dis go, j'ai envie de rencontrer le cédant. Là, tu rencontres le cédant. C'est hyper important la rencontre avec le cédant parce que c'est le moment où, pour moi, une boîte à taille humaine, c'est-à-dire moins de 15 personnes, mais le cédant, pour moi, il impersonnalise la société. Ouais. Donc, ça veut dire que souvent, la boîte, c'est ses valeurs, c'est son fonctionnement. Et là, le gars était super, quoi. Et donc, directement, il y a eu un super match. Avec le gars et on s'est dit ok go, on avance vers une lettre d'intention. Et donc le cédant te dit top là, vous êtes chaud. Au niveau du financement, il n'y a pas encore de prix arrêté à ce moment-là et donc ça c'est l'étape d'après, c'est ce qu'on appelle la lettre d'intention. Et donc la lettre d'intention, si je devais le vulgariser, ça veut dire on te rachète ta boîte à un montant défini à moins que. Et donc dans le à moins que, ça peut être, il y a des cadavres, il y a des comptes qui ont été mal ficelés, il y a des litiges en cours. Ça aussi, ça peut être une sale tuile. Et grosso modo, ça engage le vendeur à ce que lui, il te propose une boîte qui est la plus propre possible à un prix défini. Okay. Et puis une fois que c'est top là là-dessus, tu avances dans l'étape d'après. Donc tu vois la boîte sur catalogue, tu rencontres quelques fois le vendeur. Ouais. S'il y a un bon match et que tu es intéressé, là tu fais une offre non contraignante, conditionnelle quoi. Ouais, ça s'appelle exactement. une LOI. Je te l'achète, disons, 1 million au hasard, Ouais. à moins que machin. Ouais. Ensuite, il se passe quoi? Tu envoies cette offre, elle est acceptée ou pas? Exactement. Si elle est acceptée, tu passes à l'étape d'après. À l'étape d'après, tu… Ouais, alors juste pour remettre dans le contexte, tu n'es pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui veulent acheter. Ouais. Aujourd'hui, en Wallonie, le ratio il est assez énorme. C'est par cédant, il y a 5 acquéreurs.
Ah ouais. Donc, tu vois, avant de faire un peu la princesse en disant moi je veux un max de conditions contraignantes, les gens seront beaucoup plus laxistes à côté, quoi. Et je dis ça parce que nous ça a été le cas. On est arrivé avec beaucoup de contraintes et les personnes à côté de nous en avaient beaucoup moins, donc on a dû un peu… De quoi le broker t'appelle et te dit en fait ton offre est trop contraignante, elle va pas être acceptée, Voilà. modifie-la, etc. quoi. Soit plus light par rapport aux contraintes. Et là ça peut être un bluff ou pas. Ou pas. Ok. Tu sais pas. tu sais pas. En fait, tu sais pas. Tu sais juste que tu sais pas. Et du coup, une fois que ça c'est validé, tu avances avec le prochain chantier qui dure, si tu es vraiment super efficace, 3 mois, mais ça peut aller jusqu'à 1 an. Nous, on l'a fait en un peu moins que 6, ce que je trouvais super rapide, mais le cédant, le broker trouvait que c'était super lent. Ouais, donc tu fais quoi en 6 mois? Mais tu as 3 chantiers en parallèle. Le premier chantier, c'est le financement, donc le fait d'aller demander un financement auprès de ta banque. Et là, c'est marrant parce que tu prends tous les arguments du cédant et tu l'injectes dans ta présentation pour la banque. Okay. Donc la dynamique s'inverse juste pour ce chantier-là. Et puis là, go, tu fais des slides, ta présentation, tu habilles la mariée, donc tu reprends la même mariée que le cédant. Toutes les courbes. Toutes les courbes qui montent en disant le secteur est super porteur, on va tout exploser, etc. C'est chantier numéro 1. Chantier numéro 2, c'est le pacte d'actionnaires. Alors c'est un moment vraiment clé pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça te permet de vraiment bien connaître les gars avec lesquels tu vas rentrer dans la danse. Si au moment où tu commences à parler d'argent, de problèmes qu'il peut y avoir, exemple, il y en a un qui décède, qui reprend ses parts, qui reprend le pouvoir décisionnel de ses parts. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, un pacte d'actionnaires, c'est un pacte qui régit les interactions entre les actionnaires. Où on met les conditions de si quelqu'un meurt, si quelqu'un se retire, si quelqu'un ne se comporte pas bien, etc. etc. Tout à fait. Et en fait, la raison pour laquelle c'est super important, donc, ça en dit long sur comment les gens vont agir. Parce que quand tu parles de ça, tu as des gens, quoi, mais non, ça c'est injuste. Et donc tu vois déjà un peu les sensibilités de tout le monde. Là, coup de bol, ça s'est passé de façon super fluide. Et alors, l'autre truc, c'est qu'on a décidé de vraiment faire un document super exhaustif. Pour que… Avec tous les cas de figure. Tous les cas de figure, franchement, on a des trucs hyper def qu'on a mis en place pour se dire, voilà, si à un moment il y a un problème, c'est répertorié, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dispute. Surtout, il n'y a pas de dispute, on regarde et c'est réglé. Et donc, ça permet de commencer l'aventure en mettant tout ce volet-là de côté, quoi. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est la due diligence, qui est en fait la partie où tu commences vraiment à décortiquer la boîte. Et donc là, c'est le moment où le cédant se met vraiment à nu au niveau de ses comptes, tout ce qui constitue la société. Et donc là, tu fais ta recherche pour voir si effectivement il n'y a pas de problème existant dans la boîte. Okay. Et puis, une fois que tout ça est fait, tu arrives au moment de rachat. Et ça, c'est les 6 mois. Ça met beaucoup de temps, ouais. Parce que rien qu'un financement, ça prend du temps. Te mettre d'accord avec un pacte d'actionnaires, il y a des avocats, un peu pour tout le monde. Ça prend du temps. La paperasse administrative. Ouais, il y a un max de trucs, un expert comptable, un expert financier. Enfin, ça prend beaucoup de temps. Et les échanges, allez, un bête exemple, certaines infos que toi tu as besoin pour valider soit ton financement, soit ta due deal, mais eux ils doivent aller la chercher en interne. Ça peut prendre 2 semaines. 2 semaines dans ta vue, c'est énorme. Et donc, si tout se passe bien, ces 3 chantiers parallèles que tu décrivais, ils arrivent à une conclusion à un moment donné, jour 1 ou moins 1 en fonction de quand tu mets le pied dans l'entreprise. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand, je sais pas moi, ça signe, etc. Ça, c'est un moment qui est génial. C'est le moment où les 3 trucs terminent. Là, c'est réunion du coup dans le bureau des brokers pour clôturer et officialiser. Ça va être un moment fou. Aboutissement de dingue. Les gens sont trop chauds. Je sens que tout le monde est relâché, quoi. Le broker qui te suivait, le banquier qui était stressé, le cédant qui était à fond sur les nerfs. Là, tout le monde arrive, il y a du champagne. Enfin, vraiment, c'est à l'américain, quoi. À l'américaine, j'adore. Et puis, il se passe un truc hyper marrant, c'est que donc déjà, tu dois signer 1 milliard de documents. Ton poignet, il prend tarif ce jour-là. Et alors, il se passe un truc super drôle, c'est que le banquier ouvre son ordinateur. C'est vraiment une espèce de mallette pour envoyer des missiles, quoi. Et c'est à ce moment-là où il fait le virement. Okay. Et là, en fait, ce qui était hyper drôle, c'est que le cédant, c'était un client Belfius et la banque qui nous a suivis pour le rachat, c'était Belfius. Et du coup, c'est en direct. Le moment où il appuie et le moment où il réceptionne. Et donc, tu avais le banquier vraiment qui, devant nous, appuie sur le lancement du missile. Et tu avais le cédant à côté qui était en train d'essayer de refresh. Et puis, donc, il refresh.
Ça va être incroyable comme moment. Incroyable. Le petit sourire. Ouais, tu vois tout d'un coup son visage qui s'illumine. Ouais, ça devient concret quoi. Ouais, ça devient concret. Et toi, t'as la même somme en négatif sur ton compte. Voilà. T'as ton ardoise, ton épée Damoclès au-dessus de toi, tu dis ah ok, ça démarre. Donc ça, c'est super chouette comme moment. Et c'est à ce moment-là que tu dis ok, allez, étape 1 finie. Et les choses commencent. Et alors, il se passe un autre truc qui était hyper cool, et ça, je crois que c'est très symbolique, mais le cédant y tenait, c'est qu'il nous a remis les clés. Ah, ouais. Symboliquement, c'est cool, génial. On a une photo, on est en selfie, et nous, on met tous nos mains comme ça, puis il nous dépose la clé dans la main. Comme ça, symboliquement, tu dis ok, il y a une vraie passation qui a eu lieu, quoi. Et donc, une fois que tu as ces clés et que tu es nettement plus pauvre, Ouais. Endetté surtout. quelques jours plus tard, ou je sais pas comment ça s'est passé, Ouais. enfin bref, tu rentres et t'es patron de la boîte quoi. Ça a été super rapide. C'était le vendredi, la cérémonie avec la clé, le missile, Ok. etc. Et puis le lundi, on démarrait. Ouais, rapide. Donc là, on a bossé tout le week-end pour préparer et faire un speech d'arrivée, etc. Et donc le premier jour, tu arrives avec les clés que tu as reçues, tout content. Et étape numéro 1, c'est rencontrer tout le monde. Attends, mais là, quand tu arrives, c'est une surprise. Personne ne sait que tu vas arriver. Dire, bonjour, je suis le nouveau CEO. Ça avait déjà un peu fuité, mais le vendredi, après la fameuse cérémonie, le cédant avait déjà expliqué voilà, soyez là lundi parce que vous allez rencontrer le nouveau repreneur. Donc il le dit que à ce moment-là, c'est tardif. Waouh. Toi, ça fait Et tout le monde est stressé, donc personne dort du week-end, quoi. Ça dépend, ça se trouve, ils disaient ça peut être mieux ou moins bien, Ouais, ils ne savent ok. pas. Donc inconnu, Ouais. donc stressé, oui, je te rejoins, inconnu, donc peur. Quoi. Et je pense pas qu'ils s'attendaient à avoir des quêtes de 28 ans débarquer, quoi, tu m'étonnes. vois. Surtout que le cédant, il avait 64 ans, donc il avait l'avantage d'avoir des cheveux gris, donc en termes de crédibilité, tu vois. Cédant est fondateur. Cédant est fondateur. Donc toi, tu arrives avec tes grands yeux en amande. Et ça, c'est un moment qui est assez extra parce que toi, ça fait des mois que tu prépares ton discours en disant je vais leur dire ça, ils vont se coacher et tout. Et en fait, ça se passe super vite. Ouais. Le cédant est très cool à ce moment-là parce qu'il explique pourquoi il t'a choisi toi et pas une autre équipe. D'accord. Et je pense que il a vraiment pris le temps de bien les rassurer pour dire voilà les gars, grosso modo, ne démissionnez pas s'il vous plaît. Ouais. Mais il a vraiment joué un rôle d'accompagnateur pour dire c'est une chouette équipe, patience, prenez le temps que le train se mette en route. Ça a été vraiment décisif dans la reprise. Et donc le cédant est là, il vous a choisi parce que, bon, j'imagine, ces critères qui lui appartiennent, etc. Mais qu'est-ce que vous décidez de mettre en place, de ne pas mettre en place, de changer, de ne pas changer quand tu arrives dans cette fameuse boîte et qu'il vous présente? C'est une super bonne question parce que c'est un truc que je recommande à tout le monde qui reprendrait une PME. Les 2 premiers mois, tu changes rien. Tu changes rien parce qu'en fait, il y a un truc hyper paradoxal, c'est que tu rachètes une boîte, mais tu la connais pas du tout. Tu vois que des chiffres qui interprètent une activité, mais que tu n'as jamais vu. Ouais, okay. Tu vois les locaux quelques jours avant de démarrer, mais sinon, tu n'as rencontré personne, quoi. Tu n'as vu personne d'une boîte que tu Parce que rachètes. le CEO veut garder confidentiel jusqu'à la signature. Parce que tu tant que rencontres c'est- pas les employés, quoi. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Tant Ouais. que c'est pas fait, c'est pas fait. Et donc, tu vois personne. Donc, du coup, tu rachètes une PME, mais vraiment sur papier, quoi. Ouais, c'est fou. Ouais, tu te maries sur papier. Ouais, c'est dingue. C'est hallucinant. Et donc, enfin, tu arrives dans la boîte, tu découvres enfin ta boîte. Et donc, pour moi, la première étape qui était logique, c'est tu prends vraiment le temps de la découvrir. Donc, 2 mois, full observation, tu touches à rien. Et surtout, tu laisses encore le gérant tourner le manège. Donc tu arrives, mais c'est pas toi qui prends la direction. Mhm. Tu laisses l'ancien dirigeant rester le CEO Ouais. pendant 2 mois. Ouais. Et à ce moment-là, c'est quoi la réaction des employés? Tu sens, tu ils sens sont qu'ils- stressés, contents, inquiets? Ils sont curieux, d'autant un peu plus méfiants, mais en fait, la décision de l'observation, c'est surtout de se dire, nous, on doit apprendre à connaître notre boîte, et surtout, on partait du principe que eux la connaissaient beaucoup mieux que nous. Ce que je veux dire avec ça, c'est qu'eux connaissaient exactement les problèmes et les solutions. Et on a eu raison de le penser parce que on a fait des one-on-one avec tout le monde, on leur demandait, ou on leur a posé la question, qu'est-ce qu'on doit continuer de faire, qu'est-ce qu'on doit absolument arrêter, et qu'est-ce qu'on doit garder. Qu'est-ce qu'on doit démarrer. Donc vraiment garder, arrêter, commencer. Ça, c'est humble et malin parce que tu n'arrives pas avec un grand plan, Du tout. un master plan sur ton PowerPoint. Mais tu connais pas ta boîte. C'est ça qui est hallucinant, c'est hyper paradoxal. Tu rachètes une boîte que tu connais pas, donc tu apprends le temps de rencontrer ta société. Et donc là, en fait, en faisant toutes ces rencontres et ces entretiens, eux te donnent toute une série d'actions très rapides à mettre en œuvre, pas très chères, pour d'une part améliorer ta boîte, mais surtout de l'autre, gagner en crédibilité en tant que futur gérant. Est-ce que tu peux donner un exemple concret
d'un exemple c'est quoi ces petites choses que tu changes après 2 mois? Un truc incroyable. Pour te dire, la boîte un peu soviétique qu'on a rachetée, tout le monde avait un téléphone fixe sur son bureau. Et quand tu appelles le 081, donc c'est la ligne du fixe, tous les téléphones sonnent. Tous. Donc tu appelles, enfin historiquement depuis 12 ans tu appelais. Tu compta mais ça sonne. C'est alarme incendie quoi. Et puis en fait tu le prends, et donc imagine, moi je sais pas, je suis vendeur, je le prends, c'est pour le planning. Ah oui, et puis la personne est au planning, ok attends, je vous rappelle et tout. Bordel absolu. Ouais. Et puis des fois le gérant il est au téléphone avec un client, il voyait que ça décrochait pas, il disait vous décrochez, enfin tu vois. C'était la foire. Il y avait une boîte email pour les 5 personnes au bureau. Et tout le monde venait piocher dans la boîte générale. Pas de redirection. Ouais, donc c'est des petits trucs concrets Mais des trucs super concrets et qui sont criants d'une inefficacité pas possible, quoi, tu vois. Mais le truc tourne. En fait, ça qui est fou, le truc tourne, quoi. Et donc ça, c'est tes 2-3 premiers mois, où tu prends un peu le pouls de comment ça se passe, des choses qui peuvent changer. On se projette un peu plus loin. Ça fait 1 an que tu es à la tête de la boîte, ou même, mettons, aujourd'hui, 3 ans plus tard, ou 2 ans et demi plus tard. Est-ce que tu peux nous faire une petite trame de où vous étiez et où vous en êtes? Oui, alors il y a plein de choses qu'on a mis en place, mais je dirais le plus marquant, c'est le fait qu'on est passé de 11 à 46 personnes. Ouais. Donc il y a vraiment eu un engagement assez massif. En moins de 3 ans. En 2 ans et demi, oui. C'est impressionnant. Ça, franchement, on a bien cravaché pour engager un maximum de personnes et puis passer d'un premier organigramme à un organigramme beaucoup plus répandu. Et puis un autre truc qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un service de couverture extérieure, donc d'isolation des toitures par l'extérieur, et de châssis. Et donc aujourd'hui, on peut faire l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment et les services de ventilation. Ok. Comment est-ce que, parce que passer une boîte de 12 salariés à plus de 40, ça fait x3 en moins de 2 ans et demi, peu de PME le font. C'est quoi les clés du succès pour atteindre une croissance comme ça? Parce qu'en même temps, tu rembourses ta dette. C'est assez impressionnant de faire tellement de croissance et rembourser sa dette en même temps. C'est quoi les 2-3 points clés? Je dirais qu'il y en a plusieurs. Le premier, c'est y dédier du temps. On est 2 repreneurs. Et donc, en mi-temps, on doit faire tourner la boîte. Et alors, l'autre mi-temps qu'on a, c'est développer l'activité. Donc, visuellement, tu vas t'imaginer qu'il y a un espèce de cyborg de Grégoire et moi qui fait tourner la boîte, et puis un autre cyborg de Grégoire et moi qui, en temps plein, a comme mission de faire évoluer la structure. Et penser à faire grandir une boîte, ça prend un max de temps et d'énergie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est financer sa croissance. Parce que engager plein de gens, c'est super, mais entre le moment où tu l'engages et le moment où vraiment il te génère un cash flow positif, tu as un délai de 6 à 9 mois. Et donc, cette période-là, tu l'as. C'est quoi? C'est la formation, l'arrivée? La formation, le fait que le gars doit se former. Et puis, même à partir du moment où en fait, il commence à faire son boulot, il rembourse la période où tu as vraiment perdu des sous. Donc, vraiment, ton break-even, il arrive après 6 à 9 mois. Et donc, à ce moment-là, tu dois être vraiment suivi par ta banque. Donc, pour faire ça, tu dois faire un maximum de rapports auprès de ta banque. Donc, tu dois être super intime avec ton banquier pour qu'il comprenne exactement ce qui se passe. Et pour qu'à chaque demande, limite, lui se dise « Ah je comprends, limite c'est moi qui aurais dû le proposer. » Ce qui a été le cas d'ailleurs. Il y a des moments où il disait « Les gars, allez, go, avancez. » C'est brillant ça quand même. Prends encore un peu de dette. Prends encore un peu de dette. Mais parce qu'il sait ce qu'on allait en faire. Il sait ce qu'on allait en faire. Et donc ça, je dirais que c'est vraiment les 2 volets un peu plus théoriques. Et puis sur le volet humain, je dirais qu'une chouette recommandation que Greg et moi on estime être un peu la sauce secrète, c'est énergie plus humilité égale succès. Et dans ce cas-là, surtout croissance. Parce que quand tu parviens à créer une espèce d'entrain et à distiller une énergie générale dans la boîte, mais qu'en même temps tu viens coupler cette énergie avec une bonne dose d'humilité, donc de remise en question et surtout de pêche aux infos, ça c'est super. Parce que tu as des personnes qui sont super bonnes dans la boîte, mais tu essaies de leur dire « Ok, mais comment tu peux encore aller plus loin? Comment tu peux devenir encore meilleur? Comment tu peux optimiser ton temps ?» Ouais, on a fait des formations sur la gestion du temps. À toute la boîte. Donc, on a fait venir des formateurs pour leur apprendre comment optimiser leur temps. On a fait des formations commerciales. On a lu, on a appris aux équipes à lire des livres d'auto-formation sur comment être plus efficient, comment être meilleur vendeur, comment être meilleur gestionnaire. On a fait venir des experts de tout horizon pour former les équipes. Et eux se sont mis dans une dynamique, ok, on va chercher des infos, on va se former. Et donc, si tu couples j'ai envie d'aller vite et j'ai envie d'apprendre, ça crée un cocktail explosif
qui explique ce résultat, quoi. Ça, c'est incroyable. Top. Donc la culture joue un grand rôle dans ta croissance. Immense, immense. Top. Si tu avais un conseil pour des futurs repreneurs, la chose à faire ou à ne pas faire, ce serait quoi? Rencontrer des entrepreneurs. Je pense que très rapidement, ça te donne une bonne idée sur quelles sont les différentes étapes à faire. Ça te donne une bonne idée au niveau vraiment gut feeling si c'est fait pour toi. Si le moment où on t'explique tout ça, tu te dis oui, mais il y a ça. En fait, tu vois, genre, ça veut dire que c'est peut-être pas un métier qui est fait pour toi. Si au contraire, ça te parle, t'es mordu par le truc et tu sens ce truc qui bouillonne en toi, ben alors continue à rencontrer des personnes pour trouver ton opportunité. Mais étape 1, c'est prends ton téléphone et rencontre des gens qui l'ont fait. Et écoutez PME Stories. Et écoutez PME Stories, Ça, c'est matin, bon. midi, soir. Ça sera le mot de la fin. Ouais. Arnaud, merci beaucoup. Merci les gars. Merci Boto.